On m'est proposé de travailler dans l'Aude, dans un musée qui avait pour thématique les troubadours. C'était à Puyvert, voilà, dans l'Aude, un musée qui fait partie du circuit du pays cathare. La thématique était les troubadours, et moi j'étais tout frais moulu, pourrait-on dire, du Conservatoire national de musique de Lyon, où j'ai été formé aux musiques médiévales, mais où on n'apprenait pas du tout les troubadours, parce que les troubadours sont des personnages un petit peu à part dans l'histoire de la musicologie, notre histoire de la musique médiévale. Et je suis donc arrivé hyper compétent en musique médiévale pour postuler sur ce site de Puyvert. Et malheureusement, je connaissais peu de choses, donc voire pratiquement rien sur les troubadours. Il a fallu que je m'y intéresse pour pouvoir en parler aux personnes qui venaient visiter le musée. Et je me suis aperçu à ce moment-là que les troubadours étaient des personnages qui étaient très 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 attachés à la région, à l'Occitanie, au département de l'Aude notamment où j'étais. Et il se trouvait que chez les interprètes, je veux dire des troubadours locaux, pourrait-on dire, chez les Occitans et les occitanistes, il y avait des gens qui étaient de grandes figures, de grands interprètes. Et chacun de ces interprètes possédait en fait un troubadour de chœur qu'il interprétait plus facilement que les autres. Et moi j'arrivais tout seul dans ce pays, un peu comme un étranger, et je ne connaissais pas les troubadours. Il fallait que je choisisse, que je puisse chanter un troubadour que personne n'avait encore choisi pour pouvoir acquérir mes lettres de noblesse. Et j'ai donc en fait cherché dans les troubadours ce qui m'intéressait au niveau de la poésie, au niveau de leurs textes, aussi au niveau de leur musique, et je me suis aperçu qu'il y avait finalement assez peu de musique, beaucoup de textes, mais assez peu de musique. Et la formation que j'avais reçue au Conservatoire de Lyon par rapport aux musiques médiévales était de pouvoir s'intéresser à la musique en se plaçant non seulement du côté de l'interprète de musique médiévale, mais aussi du côté du compositeur. Et naturellement, je suis tombé sur des textes qui m'intéressaient énormément, mais qui, hélas, n'avaient pas de musique. Mais cela ne me posait pas de problème de par ma formation musicale. Et j'ai choisi des troubadours que personne n'avait chantés, d'abord parce qu'il n'y avait pas de musique. Et j'étais sûr, comme ça, que je pourrais me faire choisir un poète pour lequel je ne risquais pas les foudres d'un autre interprète qui aurait choisi de le chanter. J'ai donc choisi, tout simplement au départ, Guillaume IX d'Aquitaine, qui est le premier, au moins le plus ancien des troubadours dont l'histoire se souvient, avec hélas peu de musique, peu de texte, mais surtout vraiment peu de musique. Et je me suis intéressé à ce poète, et j'ai remis ses poèmes en musique, et là je ne savais pas que je faisais une grosse erreur, c'est que j'avais mis le doigt dans un engrenage qui allait me manger le bras. Je venais de tomber dans l'univers des troubadours. Da vols con reis che non pes mudar munchan e che non pes en però nuvel com sapciamo un affar de maintes res. Je me suis donc intéressé aux troubadours et à la musique des troubadours, tout en étant confronté au fait que peu d'études sur la musique même des troubadours existaient. Alors même que en ce qui concernait les poèmes, la linguistique, l'établissement des textes, la philologie, un travail énorme avait été réalisé par les universitaires, et ce déjà depuis la fin du XIXe siècle. On a énormément de travail sur ces textes, mais en ce qui concerne la musique, peu de traces, tout simplement parce que les manuscrits médiévaux, les traités de musique médiévaux sont tardifs et ne disent rien sur la tradition musicale des troubadours et surtout sur la pratique musicale et instrumentale de cette époque-là. Quand je dis cette époque-là, c'est la fin du XIe siècle jusqu'au milieu du XIIIe siècle, on va dire. J'ai été donc obligé de chercher des liens entre ce qui était la pratique instrumentale et la composition. Donc, d'un côté de me mettre du côté du troubadour et de l'autre partie de me mettre du côté de l'interprète, car les troubadours n'étaient pas forcément, voire rarement, les interprètes de leur propre poésie. Et puis j'ai rencontré des luthiers, des organologues comme Yves d'Arcisas, et surtout M. Christian Rowe et M. John Wright, qui avaient travaillé sur la restitution des instruments du Porche de la Gloire de Saint-Jacques de Compostelle. Christian Rowe et John Wright avaient
était capable de fournir un instrument, une vielle à archer, qui était un instrument archéologique plausible pour le Moyen-Âge. La difficulté pour eux était de pouvoir trouver des musiciens capables d'aborder un instrument nouveau, car effectivement, si c'est un instrument archer, un ancêtre du violon, c'est un instrument qui, au point de vue de sa structure, ne fonctionne pas du tout comme un violon. Dans son point de vue, dans son principe acoustique, il est totalement différent. Ce qui veut dire que pour jouer de la vielle à archer, on ne peut pas l'aborder avec une technique de violoniste. Et Christian Rowe me dit, voilà, notre problème est que ces violonistes, ou les seuls musiciens qui peuvent jouer de cet instrument, qui veulent s'y essayer, sont violonistes à la base, et au bout de quelques essais se disent l'instrument ne fonctionne pas, et ils laissent tomber. Une fois de plus, il n'a pas fallu plus pour me piquer au jeu, et j'ai dit à Christian, voilà, moi je ne suis pas violoniste du tout, je suis luthiste de formation, je veux bien aborder cet instrument-là, puisque, effectivement, la vielle à archer, au Moyen-Âge, à l'époque qui nous intéresse pour les troubadours, à savoir le XIIe et le XIIIe siècle, la vielle à archer est l'instrument roi de notre musique, de notre culture, et notamment dans le sud de la France. Donc il fallait, pour jouer les troubadours, il me fallait bien me mettre à la vielle à archer, puisque c'était l'instrument adéquat. Ça m'a pris pas mal de temps pour me faire à l'instrument, moi qui venais donc du luth, un instrument en cordes pincées. Il a fallu beaucoup de temps pour apprendre à sortir du son, et surtout, il a fallu beaucoup de temps pour que je puisse trouver un équilibre entre le jeu de l'instrument et la voix. Car, effectivement, le musicien au Moyen-Âge n'est pas un musicien au XIIe et au XIIIe siècle qui joue avec d'autres amis. La musique d'ensemble, la musique de groupe telle qu'on la connaît aujourd'hui chez nous, et telle qu'on la pratique de manière naturelle, cette pratique de musique en concert et en ensemble est une notion orientale de la musique, qui n'est pas du tout occidentale. Et lorsqu'on se penche effectivement un peu plus sur les textes et sur l'iconographie, on s'aperçoit que les musiciens, les instrumentistes, les jongleurs, parce que c'est leur nom, sont des personnes qui interviennent seuls, qui jouent toujours seuls. Ils jouent seuls, pourquoi ? Pour des histoires pécuniaires, tout simplement, parce que lorsqu'ils interviennent dans un lieu, c'est toujours un lieu où il y a de l'animation, où il y a beaucoup de monde, ça peut être une fête, ça peut être un banquet, ça peut être une foire, ça veut dire que c'est toujours un environnement sonore très important. Et dans cet environnement sonore, le musicien, l'instrumentiste doit pouvoir jouer et chanter et se faire entendre. Donc c'est vraiment une pratique instrumentale et un chant qui doit s'élever au milieu de tout cela. Et justement, la vielle à archer est un instrument qui demande un investissement physique beaucoup plus important qu'un violon, par exemple. Et qui nécessite donc d'avoir une pression importante d'archer sur les cordes et d'avoir physiquement cette approche importante, cet investissement important physique sur l'instrument conditionne aussi la manière de chanter. Ceci a été pour moi aussi une première découverte et une première prise de conscience qu'il fallait effectivement non seulement étudier la musique des troubadours en tenant compte du contexte social dans lequel le troubadour composait, pour qui il composait, dans quelle mesure, et surtout après pouvoir mettre l'interprétation de cette musique non pas dans la bouche du troubadour, mais dans la bouche qui allait véhiculer ce répertoire, le jongleur. Apprendre à chanter, apprendre à dire les textes, apprendre à jouer en même temps, apprendre à déclamer, apprendre comme un jongleur à chanter pour pouvoir conquérir son auditoire, parce que si on n'arrive pas à avoir l'attention de son auditoire, le jongleur n'a aucune chance d'être payé. Donc tout ça, ce sont des éléments différents qui ne sont pas propres à l'écriture musicale, à la musique elle-même, mais qui conditionnent en fait tout le jeu, toute l'interprétation de ce répertoire. Et ça, c'était une originalité dans la démarche que j'ai pu présenter. Messieurs, dames, si vous voulez, vous rapprochez un petit peu. Si l'instrument n'est pas si sonore, vous en profiterez mieux. Je vous le garantis. Pleine de foi. Je ne veux pas prendre la foi, je vais tout de suite. Tu veux chanter fort, je vais chanter plus fort que toi. Mes canses clar si zurna e che exauser per giardi ses jausi segun sul nati chance per los vex torunna asieu trop mieis kenegus
Lausu giornello sta al matì, et a che fol non risponda, e contramusar numus. La condition du troubadour est un petit peu en dehors dans sa réalité, et est en dehors de l'imaginaire populaire. On s'imaginait souvent le troubadour étant un poète qui allait de ville en ville ou de château en château, qui avait un peu une vie de bohème. C'est une image un petit peu romantique, idyllique que l'on a du troubadour, alors que le troubadour, à la base, c'est très très souvent, au moins pour les premiers, un personnage qui est de toute façon très proche d'un seigneur. Et bien souvent, un troubadour est un compagnon d'armes. Oui, beaucoup de troubadours sont en fait des militaires. Sont des gens, il ne faut pas oublier les militaires, les aristocrates de cette époque, ce sont des gens qui sont des lettrés, des gens qui ont été éduqués. Ce sont souvent des nobles, puisque les nobles avaient accès donc à l'éducation, avaient une carrière, une éducation qui les amenait à une carrière soit politique, soit cléricale. Et à un moment, ils choisissaient l'un ou l'autre. Il sera donc pas rare de trouver des troubadours des moines, de trouver des ecclésiastiques. Il ne sera pas rare, bien évidemment, de trouver des militaires, des seigneurs, grands seigneurs ou simplement vassaux. Le troubadour est donc au départ une personne qui est de toute façon très 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 proche d'un seigneur, dans une cour seigneuriale, un compagnon d'armes. Talentai qu'un sirventes encor per traire ai sel can mespres a desroc che mantenant un tan fai di toc e mains che arvarest et croc brocarai lai per traire al maggior loc alle reis ingles che som Think per vador Car swift al needs come del cielo de scar Perken colai che al primer sutor Les gens qui interprètent les troubadours ont forcément un troubadour de cœur. Ce n'est pas pour finalement être original. On a un troubadour de cœur parce qu'on est sensible à une poésie, on est sensible à des sonorités, on peut être sensible à des thèmes qui font que l'on va retrouver chez tel poète ou chez tel autre une sensibilité qui nous est proche. Moi, je me retrouve assez intimement chez un poète qui s'appelle Marc Abru, qui est un poète gascon. Je suis gascon de naissance, je suis donc chauvin de naissance, bien évidemment, mais ce n'est pas ce qui m'attire chez ce poète. Ce qui m'attire chez Marc Abru, c'est que c'est un virtuose. Il a une poésie qui est extrêmement fine, qui est très difficile. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre le personnage, mais dans l'œuvre de Marc Abru, nous avons une chance, c'est que son œuvre est très conséquente. Malheureusement, peu de musique, mais nous avons une cinquantaine de poèmes. Ce qui fait que sur la cinquantaine de pièces que nous possédons, cinquantaine de poésies, nous sommes capables de suivre sa pensée, qui est extrêmement stable. Et cela nous permet de faire une synthèse de son œuvre, et non plus d'être obligé de tirer sporadiquement tel ou tel vers de telle ou telle chanson, et de nous dire, vous voyez, par exemple, Marc Abru, qui passe pour un poète qui n'aimait pas l'amour, incroyable. On nous dit, Marc Abru, il disait que les femmes étaient
était la source de tous les problèmes. Il avait des mots très forts, il disait que les femmes étaient des putes, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elles couchaient avec plusieurs hommes. Ça a posé problème. Ça a permis de mettre, ou ça a eu pour conséquence de mettre Marc Abru au banc de la Société des troubadours. En fait, vous comprenez, un poète qui n'aime pas l'amour. Alors que ce que j'ai pu découvrir, c'est que Marc Abru n'était pas du tout cet homme-là. C'est au contraire un très grand amoureux. C'est un écorché vif. Et simplement, Marc Abru est un des tout premiers poètes. Et Marc Abru, dans son œuvre, il nous dit, non pas que les femmes couchent avec plusieurs hommes, mais il dit que les gens mariés se permettent de courtiser, se permettent de prendre des amants et des amantes. C'est la naissance, c'est le début de la fine amour, c'est le début où on commence par des poésies à courtiser des dames. Et Marc Abru, lui, voit ça d'un très 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 mauvais œil. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est que Marc Abru est un homme qui est encore un homme profondément roman. Et dans son univers roman, dans la philosophie, on va dire, romane, ou dans l'organisation politique romane, on est dans la configuration suivante, où l'on se dit, eh ben, le monde a été créé par Dieu. Le monde terrestre est gouverné par des seigneurs, des aristocrates. Et ces aristocrates, ces seigneurs, ont reçu cette possibilité, ce droit de diriger de par Dieu. C'est Dieu qui leur a donné la possibilité. Et on est obligé de parler de quelque chose qui aujourd'hui fait grincer des dents dans notre monde moderne, c'est-à-dire que les seigneurs, les nobles sont aptes à gouverner de par leur sang. Dieu leur a donné un sang noble qui leur permet de nous diriger, de gouverner. Et Marc Abru voit que dans le jeu de la fine amour, dans le jeu de la séduction, des amis, des nobles qui prennent des maîtresses et des dames qui prennent des amants, voit que les dames qui sont nobles, qui ont un sang, abattardissent leur sang parce qu'elles prennent des amants de toutes conditions et de conditions non nobles. De ces fornications vont naître des bâtards que les seigneurs ne savent pas forcément ne pas être leurs enfants légitimes, et ces bâtards vont se retrouver à gouverner. Le sang s'appauvrit, donc la capacité à gouverner s'appauvrit, et le monde va aller de mal en pis. Voilà quelle est l'idée de Marc Abru. Et Marc Abru ne dit pas « les dames sont des putes », il dit « les gens mariés », non pas les dames, mais les gens mariés se comportent mal et se comportent, effectivement, se prostituent. Et les dames, tels des chiens de race, s'accouplent avec des roquets et donnent des chiens bâtards. Le langage est très 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 dur. Excessivement dur, mais il est très dur pour l'époque romane aussi. Mais nous, à l'époque moderne, qui sommes versés de poèmes, de la fine amour et d'imagerie, comme Bernard de Ventadour, qui meurt d'amour à chaque seconde pour la beauté d'une dame, on est plus enclin, nous qui lisons le troubadour avec un œil, avec un esprit un petit peu plus romantique, on est plus enclin à croire et à nous rapprocher de Bernard de Ventadour que d'un Marc Abru qui fait l'apologie d'un droit du sang. Ça, c'est très très difficile à entendre pour nous aujourd'hui. Nous avons donc mis Marc Abru de côté, pour ces raisons-là, alors que lorsque l'on se penche sur sa poésie, on se rend compte que l'on a affaire à un maître de la poésie latine qui connaît extrêmement bien tout le passé latin de notre culture médiévale, qui la manie avec une virtuosité que l'on ne retrouve chez aucun de ses compatriotes. Je suis très proche de ce poète pour sa virtuosité et pour la richesse de son langage, oui. L'amor d'un ielsumus traere nascet engin gentilaire et cuniles creguda esclavos de ram branchuda et de chaut et de girara que
J'interviens à l'initiative du CIM et de Gisèle Clément auprès de musiciens, d'étudiants aussi de musicologie, pour présenter de manière approfondie, sensibiliser, mais présenter de manière vraiment approfondie ce qu'est le trobar. Le trobar étant l'art des troubadours, l'art de trouver des textes, l'art de trouver de la musique, et pour leur faire entendre et comprendre de quelle manière fonctionne justement cette poésie. Ce n'est pas juste une chanson, le trobar, c'est vraiment une poésie qui est pensée en même temps que sa musique. C'est très important. C'est très important parce qu'en dehors de cette idée, nous sommes à côté vraiment de l'essence même du trobar. Cela veut dire que pour chanter un chant de troubadour, il faut arriver à retrouver ce que j'appelle une subtile alchimie qui existe, qui est formée en fait du rythme du texte, des sonorités du texte, donc des rimes, de la métrique, du rythme des mots, mais aussi de la rythmique de la mélodie, des sonorités de la mélodie. C'est en même temps quelque chose de fascinant, de très éprouvant, parce qu'il faut puiser au fond de soi-même ce qui va vibrer en nous à ces mélodies et à cette poésie. Mais c'est aussi arriver à le dire et à le transmettre à un public. Vous l'aurez certainement senti, peut-être compris, je ne sais pas, mais le trobar est affaire de mots, évidemment, c'est affaire de sens. Mais il est difficile, sur une langue ancienne que l'on ne comprend pas forcément, de trouver du sens. Le travail que nous avons porté a été justement de pouvoir donner des images, de pouvoir donner des mots, de pouvoir donner du sens, du rythme à la mélodie, pour pouvoir vous livrer ce que vous entendez ce soir. Et c'est pour certains un vrai tour de force, sachant qu'il n'était au départ même pas locuteur de l'occitan moderne. Chantere po, joy lumne fula, enseñome larghezze cortesia, onore prete leal brudaria, anzi vai anzi malvesta, caudira non sui desespera, care crescendo nase pregiadur, non me unani che ves captegna e mena marni e vers che nu segna, mi sapcia dir che ti vengu d'amor, darras come vai sado vai